Madame, Monsieur, bonsoir. 18h30 sur l'Oula, c'est l'heure de la première édition d'information de la soirée. Voici le sommaire. Le réseau ferroviaire marocain à l'aube d'une transformation radicale propulsée par des projets structurants lancés par Sa Majesté le Roi. Parmi ces projets, la construction de la nouvelle gare Casa Sud, une infrastructure de nouvelle génération pensée pour améliorer la mobilité et désengorger le trafic au sein de la métropole. Zakaria Ferrano, professeur d'économie à l'université Mohamed V de Rabat, est avec nous pour un éclairage sur ce grand chantier. À New York, le chef du gouvernement a participé à une réunion de la FIFA consacrée au Mondial 2030. L'occasion pour les trois pays organisateurs, le Maroc, l'Espagne et le Portugal, de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs à cette messe mondiale du ballon. Et en fin de cette édition, nous vous invitons à découvrir l'exposition de l'artiste Rani Belmaachi. Cela se passe à la galerie So Art de Casablanca. Un vernissage qui retrace près d'un demi-siècle de création de l'artiste au gré de différentes toiles qui interrogent la nature des liens entre l'être humain, le temps et l'espace. Le Maroc vit au rythme du développement du rail sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. C'est l'ensemble de l'écosystème ferroviaire qui se transforme de fond en comble à coups de projets structurants, à savoir le chantier d'extension de la ligne à grande vitesse Kenitra-Marrakech, ainsi que le développement de réseaux express régionaux, ou encore la construction de multiples gares. Parmi elles, celle de Casa Sud, dont le souverain a donné le coup d'envoi à ces travaux. C'était mercredi dernier. Une infrastructure nouvelle génération qui offre un service de proximité aux citoyens en remédiant aux problèmes de mobilité dans la métropole. Sophia Fegrout. La gare Casa Sud incarne une nouvelle intersection au cœur de la métropole. C'est un repère et un marqueur à l'échelle urbaine, un objet de suture entre les tissus de la ville. L'espace public qu'elle offre est un véritable parc à l'échelle urbaine dans le nouveau quartier Nassim. L'espace autour de la gare est entièrement libéré entre parvis, places et parcs. La programmation urbaine et les îlots accompagnent ce développement et s'implantent le long d'un axe commercial qui relie le boulevard Al-Quds et l'avenue Fès, en suivant le tracé du nouveau boulevard de la gare. On installe la calotte d'une sphère, figure primordiale de la centralité. On marque l'alignement face au nouveau boulevard de la gare et l'avenue Fès, et on déploie une composition symétrique qui l'ouvre sur la place. L'ensemble de la gare est comprise dans le volume unique de la coupole, intégrant tous les usages et les programmes. Pour les passagers, les derniers instants à bord des trains seront marqués par une vue sur les grandes arches de la coupole, au nord et au sud. Et voici l'ambiance baignée de lumière une fois sur les quais. Ici, la grande tradition de l'architecture ferroviaire est respectée avec ce grand hall au volume unique, ouvert et monumental. Depuis le hall, l'on accède à la promenade du Belvédère pour une virée au cœur de la métropole. Plus qu'un équipement, la gare Casa Sud est surtout un nouveau monument pour la métropole. Blanche à son image, grande à son échelle. Pour un éclairage sur les projets ferroviaires structurants, fraîchement donc lancés par Sa Majesté le Roi, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau professeur Zakaria Ferrano. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'université Mohamed V de Rabat. Alors, comme nous venons de le voir dans ce reportage, la gare Casa Sud offrira un service donc ferroviaire de proximité. Concrètement, quel rôle jouera-t-elle en tant que porte d'accès à la zone métropolitaine, donc qu'est Casablanca? Premièrement, laissez-moi rappeler que cette nouvelle gare qui a été inaugurée par Sa Majesté, notre auguste souverain, le roi Mohamed VI, va changer complètement la mobilité au sein de la métropole de Casablanca.
Pourquoi? Premièrement, par rapport à sa position stratégique, elle est à Al-Hayy Al-Hassani et c'est un des arrondissements les plus peuplés de Casablanca. On parle à peu près de 550 000 habitants selon le recensement de 2024, mais également elle est à proximité de la zone où ce qu'on appelle CFC, la Casa Finance City, donc la capitale de la finance au Maroc et aussi en Afrique. Troisième élément fondamental, c'est que cette gare, elle vient au centre de Casablanca entre les différents arrondissements, ce qui permettra de créer une nouvelle façon avec laquelle les Casablancais et aussi les Marocains vont avoir une nouvelle mobilité dans cette région. Quatrième élément fondamental de cette gare, c'est une gare qui sera smart. Ça veut dire nous aurons les hautes technologies qui seront mises en place dans cette gare qui permettra de fluidifier le transport de chacun des utilisateurs et également ça va être aussi un centre d'intersection entre les différents modes de transport. On ne parle pas uniquement des trams, mais on parle aussi des autres moyens de transport. Il y a aussi un élément fondamental. On est en train de parler de 12 millions d'utilisateurs qui vont utiliser cette gare sud ou cette gare sud de Casablanca. C'est ce qui va permettre, je dirais, d'alléger ou désengorger la région de Casablanca par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui. Vous savez, chaque train qui va être utilisé dans cette zone, d'après les statistiques, il permettra d'économiser à peu près 1300 voitures. Et donc, ça va permettre également de réduire les effets de serre, donc les émissions de CO2, et ça va permettre d'avoir un transport qui soit ami avec le climat et avec l'économie green que le Maroc veut installer. Un dernier élément fondamental qu'il faut indiquer, c'est que la réalisation de cette gare va permettre également de réduire les coûts de transport. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on utilise dans Casablanca les voitures, les camions, etc., tous les moyens de transport, ça coûte de l'argent. Et donc automatiquement, avec cette gare qui a une capacité de 12 millions d'utilisateurs par année, ça va permettre de réduire les coûts de transport et ça aura des retombées économiques qui sont très importantes dans le futur. Alors aujourd'hui et demain, les gares donc se transforment en hub multimodal où se rencontrent une variété de types de transport. Vous en parliez à l'instant. Nous vivons aujourd'hui à l'aube d'un système de mobilité donc capable d'améliorer la qualité de vie des citoyens et surtout de garantir une équité territoriale. Oui, et c'est ça la spécificité de la gare sud de Casablanca et aussi les autres projets qui ont été inaugurés par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, c'est que ce ne sont pas des gares classiques, mais des gares de nouvelle génération. Ils permettent ce transport intermodal ou multimodal, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Ça veut dire le citoyen ou l'utilisateur, ça peut être un Marocain, ça peut être un touriste étranger. Lorsqu'il va venir, il n'a pas besoin de se déplacer de façon, je dirais, comme ce qu'on connaît aujourd'hui. Il a tous les moyens de transport qui sont incarnés. Les gares de Casablanca vont être connectés avec le busway, avec le tramway. Également, nous aurons la gare de l'aéroport Mohamed V qui sera connectée avec le transport aérien et nous aurons aussi des transports qui vont, je dirais, aller vers les trains de grande vitesse. Ça veut dire un simple citoyen de ces gares pourra transiter facilement entre Casablanca, Tanger et aller directement aussi vers Marrakech. Donc là, on est en train de parler, lorsque je regardais un peu les photos, lorsqu'on parle de Casablanca Sud, ça m'a rappelé un peu Guangzhou Sud. Ça veut dire les stations qu'on trouve en Chine et dans les pays développés et qui sont vraiment des stations qui facilitent l'accessibilité, qui rend plus rapide, je dirais, la mobilité des personnes et également, ça permet aussi de donner cet aspect touristique de la ville de Casablanca. Et ça, on le voit aujourd'hui, Casablanca se transforme et ne sera plus une zone industrielle, une zone de service, ça deviendra aussi une région attractive pour le tourisme. Alors les différents projets ferroviaires donc structurants lancés par Sa Majesté le Roi à Casablanca accompagnent donc le grand chantier du déploiement de la LGV Kenitra Marrakech. Alors quelles seront surtout les retombées économiques et urbaines de ce méga projet? Très bien, très bonne question par rapport aux retombées économiques. Bon, je pourrais dire que premièrement, ces projets, ce sont des projets très stratégiques. Et là, lorsqu'on dit stratégique, ça veut dire qu'on va trouver leurs effets, leurs impacts, pas uniquement sur le plan économique, mais également social. Et là, permettez-moi de parler un peu sur les questions économiques. Si on regarde un peu le multiplicateur d'investissement
si on regarde le montant de 20 milliards de dirhams, directement, si on prend ce multiplicateur, je pense, pour ce type de projet, on va aller vers un multiplicateur qui dépasse le 1. Donc, automatiquement, directement, les retombées sur la région de Casablanca en particulier, ça sera aux alentours de 40 à 44 milliards de dirhams. Et donc là, ça va permettre d'augmenter la croissance économique dans la région de plus de 1,6%. Et ça, c'est très important pour la ville de Casablanca. Ces retombées ne seront pas uniquement économiques, ça va être aussi un impact sur la pauvreté, parce qu'il ne faut pas oublier que plus vous avez une accélération du transport, de la mobilité, plus c'est créateur d'emplois, et donc automatiquement vous aurez une réduction de la pauvreté. D'après les différents calculs qui sont élémentaires aujourd'hui, parce que le projet il est nouveau, nous avons des chiffres qui attestent que nous aurons une réduction de la pauvreté à Casablanca ou dans la région de Casablanca entre 6,2 jusqu'à 5,6%. Je parle des statistiques qui sont élémentaires aujourd'hui, ça pourrait avoir plus d'impact. Et si on rajoute à ça les effets ou les synergies sur les différentes régions aux alentours de la ville de Casablanca, je parle de Stade, je parle également d'El Jadida, je pense que les effets ou les externalités positives seront encore plus importants, et surtout en matière d'inégalité, parce que regardez, cette zone ferroviaire qui va être rénovée, va être innovée, ça va toucher pas uniquement la ville de Casablanca, mais ça va toucher aussi les petites villes qui sont aux alentours de la grande ville. Et donc automatiquement, vous êtes en train de parler d'une équité en matière de transport public, et là ça va faciliter la circulation du capital humain, et ça c'est très important pour créer de la richesse, et automatiquement ça va permettre de réduire la pauvreté et les inégalités. Zakaria Ferrano, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je vous rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'université Mohamed V de Rabat. Merci. Merci à vous. Direction New York, où en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a pris part à une réunion de la Fédération internationale de football consacrée au Mondial 2030. Un rendez-vous qui sera co-organisé par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. La réunion de la FIFA s'est tenue à la demande de son président Gianni Infantino. Elle a été marquée par la présence du président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez et du ministre portugais des Affaires étrangères Paulo Rangi. Plus de détails dans cette correspondance de nos envoyés spéciaux à New York, Hafid El-Houari, Mu'tasim Billah Al-Bouazaoui. Le récit est signé Zakaria Mokinbillah. Au cours de cette réunion de travail, l'état d'avancement des chantiers et projets en cours en Maroc, en Espagne et au Portugal en perspective du Mondial 2030 de football. Cette rencontre tenue au siège de la FIFA à New York a permis au Maroc de mettre en avant les infrastructures de pointe, les projets d'envergure, la dynamique de réforme engagés dans des secteurs clés, avec comme objectif de réussir l'organisation de cette messe mondiale du ballon rond. Il a été question aussi d'évoquer la création de la Fondation Maroc 2030 qui servira comme intermédiaire avec le gouvernement afin de suivre l'exécution des programmes relatifs à l'organisation de la Coupe du Monde. L'impact de ces projets structurants devant bénéficier aux populations est appelé à se perpétuer au-delà du Mondial 2030. Cette rencontre a permis aux 3 pays organisateurs de renforcer la coordination en vue de l'organisation de cette grande manifestation sportive. Programme de visite, rôle des fédérations et coordination entre les pays hôtes. Autant d'aspects passés en revue. Les réalisations accomplies par le Royaume n'ont pas manqué d'être soulignées. L'occasion pour le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, de se féliciter de l'état d'avancement des différents projets programmés au Maroc. Moi-même, j'ai visité récemment le stade de Tanger, le grand stade. J'ai visité aussi le stade à Rabat il y a quelques semaines, magnifique enceinte, et je tenais à féliciter le Maroc, le Royaume, Sa Majesté, le gouvernement, tous ceux qui ont œuvré pour faire en sorte que ça soit d'ores et déjà une magnifique histoire qui va nous amener à une Coupe du Monde historique. La Coupe du Monde de football 2030 promet d'être un événement sportif exceptionnel. Le mondial du centenaire se déroulera sur 3 continents et connaîtra la participation de 64 équipes. Cette manifestation internationale offre également des opportunités de développement pour les pays organisateurs, aussi bien sur le plan sportif qu'au niveau des infrastructures. À la une de l'actualité internationale, Gaza, où Israël poursuit ses bombardements meurtriers
Aujourd'hui, le nombre de civils palestiniens tués s'est élevé à une vingtaine de morts. Des frappes qui interviennent avant un discours attendu donc à la tribune de l'ONU du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a rejeté les accusations de génocide. Son discours a été d'ailleurs prononcé sous les huées de très nombreuses délégations qui ont quitté en masse la salle. Après plusieurs violations de l'espace aérien de l'OTAN au-dessus de la Pologne et de l'Estonie par des drones et des avions de combat, la Russie dément toute incursion de l'espace aérien de certains pays de l'OTAN. Lundi dernier, le Danemark a dû fermer l'aéroport de Copenhague après le survol de drones d'origine inconnue. Les pays du flanc oriental de l'OTAN, qui se sentent directement menacés par Moscou, ont appelé à une riposte dure. Si certains ont semblé suggérer d'abattre tout avion franchissant les frontières de l'OTAN, d'autres ont insisté sur le risque d'être entraînés dans la spirale d'un conflit. Les Philippines en proie à des phénomènes météorologiques extrêmes. 400 000 personnes ont été évacuées avant le passage de la violente tempête Buolwa sur l'archipel encore sonné par le super typhon Ragasa qui avait fait 14 morts. 3 personnes ont été tuées lorsque des murs se sont effondrés et des arbres ont été déracinés au passage de la tempête. 5 pêcheurs sont portés disparus dans les îles Visayas après avoir pris la mer. Retour au Maroc. À Rabat, l'Académie du Royaume du Maroc a organisé aujourd'hui une séance solennelle d'accueil et d'investiture de 5 nouveaux membres. Parmi eux, Jérôme Clément, écrivain français, et Henri Laurent, historien et universitaire français. Je vous propose de les écouter. Ils sont au micro de Amin Lamkhedda et Saïd Jassi. Je suis très heureux d'être investi aujourd'hui comme membre de l'Académie royale du Maroc. Les débats y sont riches et intéressants. C'est l'occasion d'avoir des discussions de fond, pas seulement universitaires, mais aussi touchant à tous les aspects de nos sociétés. Et je pense que ce sont des échanges extrêmement fructueux et utiles, surtout dans ce monde déchiré par tout un tas de conflits et de remises en cause des valeurs fondamentales de l'humanisme. Je suis très heureux d'être ici. C'est un grand honneur pour moi d'être investi dans cette Académie du Royaume. Ça fait quelques années que je la fréquente. Et je dois dire qu'en dehors de l'honneur qui m'est fait, je me suis fait beaucoup d'amis de grande valeur dans cette institution. La page culturelle et de l'art, donc, pour clore cette édition, il fait partie des pionniers de l'art contemporain au Maroc qu'il pratique avec assiduité depuis le milieu des années 70. Rani Belmaachi dévoile ses dernières œuvres à Casablanca dans une exposition intitulée New Then and In Between. L'artiste y propose un cheminement esthétique très personnel qui vise à redessiner les contours d'un monde meilleur. Mustafa Ouda, Aziz Amrar et Dominique Orlando. Il fait partie de ces artistes dont on suit avec toujours autant de curiosité le moindre nouveau pas. Et c'est à chaque fois presque frénétiquement que l'on s'interroge, où va-t-il nous conduire pour cette fois-ci ? On imagine sur ce même chemin rêveur qu'il aime emprunter depuis toujours et qui confère à l'ensemble de ses œuvres une certaine beauté très énigmatique. Il y a un travail un peu pop qui donne un petit peu de peps aussi à l'œuvre, mais aussi avec des aplats qui sont très intéressants. Il y a aussi cette confrontation de personnages avec l'animal qui donne aussi beaucoup de poésie aux œuvres. Donc c'est un travail quelque part un petit peu onirique, mais qui est un très beau travail, très touchant en tout cas. Il est vrai que chez M. Rani, tout est toujours question d'envol et de volonté d'élévation. Sa poésie visuelle est donc très aérienne, à commencer par celle que déploie sur quasiment chaque tableau le pigeon voyageur qui est avec l'enfant l'autre figure centrale de toute son œuvre. Maintenant, on a les médias sociaux, on a WhatsApp et tout ça, mais avant on avait le pigeon pour communiquer. Donc c'est un élément fantastique qui a contribué à l'humanité de communiquer dans les tons.
Le pigeon, c'est un oiseau loyal à son foyer. Donc il peut voyager pendant des années ou des mois et revenir au bercail. Et il retrouve sa femme qui l'attend là. Mais c'est un symbole d'amour, de loyauté et de paix. Si l'ensemble des œuvres accumulées au fil des décennies par M. Rani suscite autant d'émotions et d'avis favorables, c'est parce qu'elle ne cesse d'interroger de façon inlassable ce qu'il reste de notre propension au bonheur ici-bas, dont on fait paradoxalement toute une montagne inaccessible de nos jours. Voilà, c'est avec la page culturelle que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 21h. Excellente soirée et à demain.